Et nous allons commencer aujourd'hui avec Lily Smallwood. Je souhaite la bienvenue. Et je vais vous rappeler que nous avons permis 30 minutes pour donner votre information. Et je recommande fortement de nous permettre un peu de temps pour vous poser des questions. Je crois que c'est important. Je vais vous avertir lorsque vous arrivez à 20 minutes de votre présentation, mais ça dépend de vous, le temps que vous voulez pour présenter l'information que vous voulez nous donner aujourd'hui. Et vous présentez vous-même pour les dossiers. Madame la Présidente, des remplaçants, Glenn Savoie pour Jake Stewart. Oui, nous avons des remplaçants, oui. C'est les mêmes membres que nous avons, alors merci bien. Il y en a un autre qui s'en vient. Cathy Rogers va remplacer Denis Landry. Bon, merci bien. Bonjour. Je vais commencer à vous remercier pour l'occasion de vous adresser la parole aujourd'hui. Je sais que vous avez entendu parler de plusieurs médecins et des experts sur cette question depuis quelques jours, mais aujourd'hui, je me présente comme simplement une mère, une bénévole communautaire et une lutteuse passionnée pour la sécurité de mes enfants. Je ne vous offrirai pas des études, des théories ou des statistiques sans fin. Je vais partager avec vous notre séjour, les luttes que nous connaissons comme famille à l'heure actuelle et les décisions difficiles qui sont placées sur nous pour protéger nos enfants. Je vais vous dire franchement ce que c'est que d'être la mère et une protectrice réelle des enfants vulnérables du côté médical. Vous voyez, je n'ai pas toujours lutté pour mes enfants. Je n'avais pas à le faire. Lorsque mon premier enfant est né, nous avons vécu le même niveau d'amour et de surprise que la plupart de vous avaient reconnu en tenant votre enfant pour la première fois. Je me souviens des poids, des vérifications, bien sûr, prise de poids, et bien sûr, je me souviens des vaccins qui faisaient partie de la routine. Ayant des beaux-parents qui sont médecins et un père qui est pharmacien, c'est vraiment utile pour une mère. Nous n'avons pas besoin de tous les livres de bébés lorsqu'on avait des médecins de famille à accès rapide. Lorsque venait le temps des vaccins, il n'y avait pas beaucoup de recherches nécessaires. Nous voulions protéger notre bébé ainsi que la communauté qui nous entoure. Nous voulions faire notre part comme bons parents et bons citoyens. Alors, notre premier enfant a reçu ses piqûres et même dès le début, il y avait des réactions, rien de draconien au tout début. Il est juste tombé malade un peu après et c'était juste une coïncidence. C'est ce qu'on nous a dit et nous l'avions cru. Après son troisième immunisation, il est vraiment devenu malade et on l'a trouvé, est arrivé à l'hôpital. Même là, on nous a dit que c'était une coïncidence. Même après ça, ça a pris un an avant de sa prochaine piqûre. Il a continué de lutter avec gain de poids et sa croissance. Et même aujourd'hui, à l'âge de 13 ans, il n'a pas toujours retrouvé sur le tableau de croissance. Avec notre prochain enfant, j'ai hésité un peu. Il a eu un calendrier un peu plus retard, il y a eu des réactions mineures, juste des coïncidences, mais il avait toutes ses immunisations avant de commencer la maternelle. Pour mon troisième enfant, je sentais un peu différent. Je ne pouvais pas dire pourquoi, mais la matinée du rendez-vous pour ces vaccins, j'ai senti une peur quelconque. Je me souviens, mon mari m'en a parlé dans l'autre stationnement disant que c'était correct. Notre beau bébé, Charlie, avait environ 1 an. Il était vraiment un bel enfant. Je ne voulais pas faire face même à la moindre chance que quelque chose lui arrive. Mais je voulais également faire la bonne chose, la chose que nous sommes censés faire. Alors, je suis entré au bureau de la santé publique. Ce rendez-vous a changé nos vies. Après quelques semaines, la peau de notre fils est devenue couverte d'eczéma et s'empirait. Et je ne parle pas de votre eczéma typique ici. Je parle d'un enfant qui, à ce moment-là, vivait jusque dans du coton blanc, lavé dans l'exercice le plus dur, recevait des crèmes prescriptives pour sa condition médicale, a commencé un régime alimentaire, cependant il était couvert dans des endroits vraiment saignants et qui grattaient beaucoup. Je me souviens une fois être debout dans ma montée de ma maison à pleurer en public, car le sang qui coulait à travers ses pantalons blancs. Thierry pleurait, moi j'ai pleuré, mais c'était juste une coïncidence. Et encore, nous sommes allés pour notre prochain rendez-vous. Il a eu ses prochaines piqûres 8 mois plus tard et quelques semaines après, il pleurait en douleur. Nous croyons que c'était peut-être une allergie, mais le Benadryl n'a rien fait pour apaiser les œdèmes. Et l'anti-inflammatoire a aidé et après ça s'est arrêté. Et c'était juste une coïncidence selon les médecins. À ce moment-ci, les coïncidences s'accumulaient et j'ai décidé de nouveau de prendre une pause de ces piqûres. Mais maintenant, c'était trop tard pour mon fils. Sa spirale s'empirait. Je ne peux pas tout à fait vous expliquer ce que c'est que d'être une mère qui regarde vos belles enfants, qui connaît des défis après défis.
Mais à l'âge de 3 ans, c'était comme un mystère médical pour moi. Il réagissait à tout. Il y avait des réactions à tout. Ça semble s'accumuler dans des épisodes de fièvre soudaine qui menaient à des crises. Et Charlie seulement disait qu'il ne se sentait pas bien et ensuite se reposait et on le trouvait en situation de crise. Rien n'a fait plus peur que de voir votre enfant qui vomit et qui a des crises et commence à aspirer sa vomissement avec les mâchoires serrées. Parfois, j'ai essayé d'ouvrir sa bouche pour essayer d'enlever le vomissement qui allait dans ses poumons. Je ne peux pas vous dire vraiment comment fort j'ai prié. Je ne peux pas vous dire précisément ce que ça ressentait que d'être là, sans pouvoir aider, alors que les paramédicaux et les pompiers l'ont arrivé pour le suctionner et le transférer par ambulance à la session d'urgence. Et d'être là dans le bureau du pédiatre et de dire qu'il était un garçon bien en santé et que les réactions étaient vraiment juste des coïncidences à quelque chose dans son environnement. Après quelques mois, Tally a arrêté de marcher parce qu'il y avait des enflures dans ses jointures. Après avoir passé tout l'été aux salles d'urgence, après des rondes de tests et de procédures faites pour trouver une réponse, c'est vers la fin août que nous avons obtenu un diagnostic pour Tally. Il avait l'arthrite juvénile, une maladie auto-immunitaire. Après le vaccin, ce système immunitaire a été amorcé et ça ne s'est jamais arrêté. Et pas juste des inflammations de ses jointures, mais également une uvite non détectée qui est une inflammation dans ses yeux auto-immunitaires. L'uvite n'a pas été attrapée sur tôt, alors il souffrait déjà de liaison cornéale d'un côté. Cet automne, on a vu plusieurs voyages à IWK, Halifax, chaque mois pour un barrage de traitement qui ont tous failli et nous apporter là où nous en sommes aujourd'hui. Un enfant qui prend des médicaments immunosuppressants hebdomadairement, lui est un de ces enfants vulnérables que le projet 39 vise à protéger. Je vous ai parlé de mon réaction de mon premier enfant ainsi que de long séjour de mon troisième enfant. J'aimerais vous parler maintenant un peu à propos de l'enfant numéro 2. Qui semble bien tolérer ses immunisations. Son immunisation est devenu malade l'année dernière. Il a commencé à passer du sang. Il est devenu pâle, éventuellement anémique, sévère. De nouveau, le sentien diagnostic a pris des mois de tests et de traitements frustrants avant d'être référé à l'IWK de nouveau et d'identifier éventuellement ce qui ne fonctionnait pas avec lui, la maladie de Crohn's et une autre maladie auto-immunitaire. Et cependant, celui-ci s'amenait à mon jeune de 10 ans sur un tube d'alimentation de janvier à juin de cette année. Notre foyer est devenu des pompes de chargement, des mélanges de sacs et de formules, après formule après formule, des formules sur lesquelles il s'est fait aujourd'hui pour garder ce système immunitaire de surréagir de nouveau. Et nous voici une maison avec 2 enfants vulnérables malades. Vous imaginez la nature de mon conflit, j'ai entendu parler du projet de loi. Tous les rapports de savoir comment nous devons protéger les enfants immunocompromis en vaccinant tous les autres. Cette discussion est réelle et vivante chez moi. Vous voyez, Tally a 2 plus jeunes fratries, je devrais spécifier. Tally a 2 fratries non vaccinées, plus jeunes. Nous sommes une maison divisée. Vous voyez, lorsqu'il est temps nommé que pour les piqûres de ma fille, je ne pouvais pas le faire. Les coïncidences étaient trop pour moi. Je ne pouvais pas faire le jeu pour voir ce qui arriverait. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même s'il devenait malade également. Et avec 2 frères malades, les chances ne sont pas dans sa faveur. Mais même alors, elle ne qualifie pas pour une exemption médicale. Les médecins disent juste de l'essayer pour voir ce qui arrivera. Alors, où ça me laisse, moi? Une mère qui lutte pour faire ce qui est correct pour tous ses enfants. Je veux protéger Tally, mais je dois poser la question. Quels sont les droits qui sont principaux ici? La vérité, c'est d'avoir des enfants vulnérables médicaux. Je ne peux pas les protéger. Je ne peux pas m'attendre à ce que les autres assument des risques personnels de procédures médicales afin de protéger ma famille. Ce ne serait pas éthique. Et le fait, c'est que même si chaque enfant du Nouveau-Brunswick recevait son vaccin de façon volontaire, mon fils serait toujours à risque, comme tous les autres enfants immunocompromis. C'est ça que j'ai appris à différentes façons. Ce n'est pas des maladies ouvertes qui ont placé Tally à plus grand risque. C'est des virus couverts de Tylenol, c'est les vinaigres qui sont masqués et sont envoyés à l'école, et qu'un enfant moyen sans nuisance, mais chez mon enfant peut devenir vraiment menaçant pour la vie. Nous devons inclure les immunosuppressants de Tally. Il est devenu malade, vraiment malade. Un rhume léger est tourné dans un abcès rétropharyngal, un enflement derrière sa gorge et pouvait rendre presque impossible de respirer, pour lequel il a été hospitalisé
à l'hôpital. Sa maladie, c'est celui qui a sa dernière journée de maternelle. En présentant le projet de loi 39, c'est une façon de créer un environnement scolaire sécuritaire pour les enfants vulnérables. C'est de rêve en couleur. Comme nous l'avons vécu dans les flambées récentes, les maladies principales sont attrapées et traitées fortement, mais les maladies quotidiennes aussi dangereuses marchent dans la porte toute l'année. Je connais que ces flambées étaient effrayantes. Nous avons été exposés directement à la coqueluche dans notre école. Je connais les craintes que les autres mères, enfants malades. Je le sentais, nous l'avons ressenti. Je ne veux pas réduire ces sentiments et le stress impliqués. Le problème, c'est qu'ils sont toujours là. Avec chaque appel téléphonique de l'école au sujet d'exposition à une chose ou l'autre. Mais des éclosions ce printemps, il y a quelque chose qui est devenu clair. La politique actuelle au sujet des vaccins s'est prouvée être efficace et suffisante. Et lorsque les éclosions ont été déclarées, les écoles ont été avisées, ceux qui ne pouvaient et ne voulaient pas cet vaccin ont été vaccinés. Ceux qui ne pouvaient pas ont choisi de ne pas le faire, sont restés chez eux pour un certain temps. Les éclosions ont été contenues et la politique actuelle fonctionne. Les vaccins viennent avec des risques indéniables. Toute procédure médicale et les traitements le font. C'est la réalité des situations. Mais peu importe comment petit, le pourcentage peut être même 1 sur 1 million. Lorsque ça arrive, c'est dévastateur. Ici, le gouvernement devait être celui qui a apporté cette dévastation. Ce ne serait pas confortable en tant que législateur. Vous pouvez entendre des médecins, des experts qui luttent et se chamaillent, qui pondèrent les avantages et les désavantages, mais je vous demande de laisser les parents prendre des décisions avec leurs médecins et pas en étant forcés avec cette loi proposée. En rendant des décisions médicales pour mes enfants, c'est ce que je fais sur une base régulière. Quel médicament essayer? Quel régime vous tentez de contrôler le Crohn's, par exemple? C'est moi qui dois prendre des décisions. Le médecin me donne des options, mais je dois décider ce qui est le meilleur pour mes enfants. C'est un fardeau terrible, mais c'est un que je dois porter comme leur mère. Personne ne se préoccupe plus que de leur mieux-être que moi. Dieu m'a donné ses enfants. Pourquoi maintenant est-ce que le ministère de l'Éducation s'implique dans les décisions de soins de santé privés de ma famille? Je vous assure, le choix est difficile assez à le prendre, à le faire comme tel. Cependant, ils ajoutent à mon fardeau en mettant des pressions sur les familles comme les miennes pour prendre des décisions basées sur des facteurs financiers et éducatifs et pas ce qui pourrait être le meilleur pour la santé de la famille. Le rôle du gouvernement, c'est d'offrir l'éducation et les soins de santé. Et voilà pourquoi je crois que ce projet de loi vraiment va au-delà de cela. Mes enfants méritent la meilleure éducation que cette province a à offrir. Attendez-moi de tenter de leur donner un genre d'éducation de mon propre chef. C'est injuste à ma famille en tant que contribuable. Mais également, ça ne donne pas suffisamment à mes enfants. Ils méritent l'occasion de participer dans les parascolaires, les activités parascolaires que notre école offre. Ils méritent la richesse d'une éducation complète lorsque je ne me sens pas qualifié pour l'offrir. Et notre école locale mérite de les avoir dans leur salle de classe. Et moi-même, en tant que bénévole dévoué. Nous faisons partie des équipes de sport, équipes d'art dramatique, des prélèvements de fonds et aide à la bibliothèque. Personnellement, je m'occupe du club du jardinage à l'école élémentaire. Mon mari, qui est éducateur, a passé les 6 dernières années à travailler sur le programme d'études sur l'alphabétisation. Moi-même, je travaille dans le système d'éducation. Nous nous inquiétons des éducations du mieux-être, non seulement de nos propres enfants, mais de chaque enfant de cette province. L'exclusion n'est pas la réponse. Cette province a accepté l'inclusion d'un passé. J'espère qu'aujourd'hui, ce ne sera pas différent. Nous avons vécu beaucoup comme famille. Nous avons dû apprendre beaucoup en cours de route. Nous avons regardé sérieusement les maladies sérieusement, directement. Et mes enfants l'ont vécu avec beaucoup de bravoure. Chaque piqûre, test, hospitalisation, les médicaments constants, la perte de l'occasion d'être normal. Mon jeune de 10 ans a même placé ses propres études d'alimentation, en fin de compte. Moi, je ne pourrais pas être plus fier de la force qu'ils démontrent à chaque jour. Mon fils résiste l'alimentation régulière pour un autre verre de formule. L'incitatif, cependant, son plus grand objectif, ça a été de retrouver sa santé afin qu'il puisse faire partie de l'équipe de soccer à l'école intermédiaire. Mes enfants aiment vraiment leur école. Ils ont perdu certaines de leurs enfances
Les avenirs qu'on avait rédigés pour eux doivent être changés. Nous travaillons sur des objectifs à court terme maintenant. C'est une immense perte que d'abandonner la vie, comme vous savez que ça devrait l'être et ça pourrait être, mais c'est la vie que nous avons maintenant après avoir fait notre part pour protéger la communauté autour de nous. Nous avons fait notre part. Je vous demande maintenant de faire votre part pour ne pas exclure mes enfants de leur enfance. Leur en voulez pas leur école. Merci de votre temps. Merci bien. Question? J'aimerais vous remercier beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Ça vient du cœur. Et si j'ai bien entendu, vous tentiez de faire le point assez fort que vos enfants immunocompromis, c'est encore plus immunocompromis lorsque quelqu'un arrive à l'école avec un rhume ou d'autres maladies qui ne sont pas, vaccinés. Non, ce que j'ai dit. Si le grippe commun pour les enfants vaccinés qu'ils portent, ils peuvent prendre un enfant qui est immunocompromis. C'est ça. On voit, et pour être franche, nos écoles ont été touchées. Dans la flambée de coqueluche, je connais la famille personnellement qui a le coqueluche, et s'est présenté, eux, ils étaient entièrement vaccinés. Un enfant qui venait d'avoir se donner piqûre à l'automne. Ils avaient une immunité pour se protéger eux-mêmes, mais pas assez d'immunité pour le protéger de l'obtenir et de le porter à l'école. Parce qu'ils ont été vaccinés, en réalité, ça leur a permis d'avoir tous les jeunes qui sont allés à l'école, tous allés à l'école pendant des semaines avant qu'on le diagnostic, alors ont été exposés de façon répétée parce que tout était léger, ils ne pensaient pas que c'était quelque chose de sérieux que la coqueluche. Donc, ceux qui ont quelque chose de sérieux que la coqueluche et n'ont pas d'immunité, lorsque vous l'obtenez, vous restez chez vous, vous réalisez tout de suite, moi je disais la même chose, tout simplement. J'avais peut-être bien dit. En d'autres mots, à grande portée, disons qu'on avait 100% de vaccins pour les maladies pour lesquelles on fait des vaccins aujourd'hui, ça n'aurait pas empêché les enfants immunocompromis de toujours être touchés de ce groupe d'enfants vulnérables qui vont à l'école publique, absolument. Bon, je n'ai pas d'autres questions autres que le nouveau. Je veux dire merci de votre courage à venir témoigner avec votre histoire familiale personnelle, d'apporter votre famille avec vous. Merci. J'aimerais ajouter, parce que j'ai été sur Twitter, je ne sais pas pourquoi je suis allé sur Twitter, et j'ai vu des références répétées aux gens qui sont des fous, qui sont apportés ici par des organismes, et ainsi de suite. Et la seule personne qui m'a apporté ici, c'était mon mari, dans notre mini-fourgonnette. Nous habitons pas loin d'ici, et nous sommes ici de notre propre chef aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler de notre famille, parce que c'est ça que l'on connaît. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, tel que prouvé par les dossiers d'immunisation de mes enfants. Et dû au fait que mes beaux-parents sont des médecins. J'étais d'une famille qui croit dans la science, voilà pourquoi on a pris les décisions que nous avons prises. Et j'accueille toutes les questions. Je veux bien répondre parce que je m'en vais cette conversation sur une tasse de café, pas nécessairement dans ce milieu. Monsieur Northrop. Merci. Et Mme Smallwood de votre présence. On peut vous avoir une tasse de thé si vous voulez. Nous en avons ici. Et j'applaudis votre courage pour votre présence ici et de faire porter votre jeune famille avec vous. Et je ne peux pas m'imaginer les matinées, les après-midi et les soirs, avoir 4 enfants qui vont à gauche et à droite avec eux. Et je sais qu'on en parle un peu plus tôt. On a passé du temps au Circle Square Ranch. J'attends vos enfants. On va bien aimer ça. Ça m'intrigue beaucoup d'une des déclarations que vous avez faites ici. Et je pense que ça résume le tout de ce qu'on a entendu depuis quelques jours. Et je vous demanderai de laisser les parents prendre des décisions avec leurs médecins et pas avec la force de loi proposée. Et en prendre des décisions médicales pour mes enfants, c'est ce que je fais sur une base régulière. Et je pense que ça explique un peu tout ce qui arrive ici depuis quelques jours.
Je pense que vous l'avez expliqué très bien dans cette lettre, mais ça m'a vraiment intrigué. Mais cette déclaration, je me demande si vous pourriez élaborer un peu plus sur cela, en ce qui a trait à si vous étiez assis ici, chez nous, où vous êtes, si c'était vice-versa, qu'est-ce que vous recommanderiez? Eh bien, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est que ceux qui tentent de faire un débat de ceci à propos de l'efficacité et de la sécurité des vaccins, et ce n'est pas l'enjeu devant vous. Ceci, ce n'est pas savoir si les vaccins sont sécuritaires, nous savons qu'ils fonctionnent, mais nous savons également qu'il y a des risques indéniables. La question devant vous aujourd'hui, c'est à savoir si le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut renier des services publics aux contribuables basés sur leurs décisions de santé privée. Est-ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut prescrire la discrimination contre des enfants qui n'ont pas reçu de vaccin? C'est ça l'enjeu que vous connaissez. Moi, je ne parle pas là, à savoir s'il fonctionne ou non. C'est sûr que tout le monde fonctionne. Je sais qu'ils ont fait venir des gens pour savoir comment terribles les vaccins peuvent être. Mais ce n'est pas ce que je vais vous dire ici, parce que je ne le crois pas. Mais je vais m'asseoir ici pour dire, bon, en tant que mère, en tant que parent, personne ne s'inquiète plus de leur sécurité que moi-même. Et pour que le ministre de l'Éducation me dise que ne pas avoir d'enfants, ça lui permet d'être plus sans parti pris, de prendre des décisions sur la sécurité de mes propres enfants, c'est vraiment nuisible. C'est vraiment nuisible. Ça fait mal. On ne traite pas des parents avec on donne les parents avec les enfants, avec les soins dont les enfants ont besoin. Bien sûr que je vais faire ce qui est le meilleur. Il est le meilleur pour la santé et la sécurité. Mais je m'inquiète de la communauté qui m'entoure. Et j'ai prouvé cela en offrant le vaccin de mes enfants au premier abord. Mais il arrive un point où, pour ma famille personnelle, et je ne parle que pour moi-même ici, nous ne pouvons pas offrir à nos enfants d'autres comme sacrifice pour l'immunité. On ne pourra pas le faire. Je ne vais même pas offrir ma fille pour sauver la vie de mon fils. Donc, comment est-ce qu'on peut demander à d'autres parents qui sentent vraiment que ce n'est pas dans les meilleurs intérêts? Et je ne crois pas qu'il y a plusieurs personnes qui prennent ces décisions basées sur Internet ou basées, comme Dominic Cardi, des robots heureux. Je pense qu'il y a des familles au Nouveau-Brunswick qui font ces décisions à cause de leur vécu médical et familial. Ils parlent d'avoir une exemption médicale de mes enfants, et je ne sais pas comment le ministre de l'Éducation peut avoir ce genre de pouvoir sur les médecins, mais je suis intrigué de savoir pourquoi. Mais même si mes enfants avaient une exemption médicale, je suis toujours ici pour présenter ce cas pour les autres enfants qui n'ont pas les cas que nous avons, pour mes neveux et nièces qui sont rattachés génétiquement. Mes enfants, c'est juste cette gène, ils ont peut-être le même gène, mais je fais le cas pour d'autres familles qui ont des problèmes familiaux. Mais c'est le fait que nous ne savons pas. Et on ne peut pas s'asseoir dans les souliers de quelqu'un d'autre ou juger les autres sur la décision d'une mère lorsque, franchement, ils essaient de faire le meilleur pour leur enfant. Et on ne parle pas ici de quelque chose qui sauve une vie. On ne parle pas d'enfants qui sont près de mourir et que vous êtes accédé comme gouvernement pour sauver leur vie. Vous parlez de traitements prophylactiques qui ne sont pas indiqués. Mais je me souviens à un moment donné, lorsqu'il y avait la grippe porcine est arrivée, mes enfants ont reçu cette grippe et donné le Tamiflu pour les autres enfants, juste au cas où. C'était ma décision à savoir si j'allais prendre le Tamiflu ou non. Maintenant, le gouvernement aurait pu dire que j'avais tort de ne pas donner un traitement prophylactique pour le Tamiflu. C'était à moi de prendre la décision. Le médecin a reconnu. Il a passé la décision chez moi. Si mes enfants étaient tombés malades, est-ce que vous alliez venir? Ils me poursuivent en cours parce que je ne leur ai pas donné le Tamiflu. On ne savait pas ce qui va arriver. On ne peut pas poursuivre quelqu'un en arrière. C'est tout à fait injuste. Les parents tentent de faire le meilleur possible pour leur enfant. Et pour le dire autrement, je ne sais pas. C'est misogyne, pour dire le moins, pour dire à une mère qu'elle est teintée par ses émotions auprès de ses enfants. Et je peux même pas, en tout cas. Ça doit être laissé dans les mains des parents qui tentent de faire de leur mieux et de dire que je compose de ci sur l'Internet, je passe beaucoup trop de temps dans les hôpitaux pour prendre ici de l'Internet. Littéralement, on quitte ici et nous allons à l'hôpital pour un rendez-vous à 11h30. Voilà ma vie. Je ne suis pas sur Internet à regarder des paroles, des épées pour dire que je invente, que je suis vendu. C'est abaissant, c'est amoindrissant, et je vais me lever ici et je vais dire que ce n'est pas ce que je suis. Merci de votre présence et merci d'avoir partagé votre histoire. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai, Madame la Présidente.
Allez-y, Mme Mitton. Merci, Mme la Présidente. Et merci de votre temps ce matin. Et j'apprécie ce que vous avez dit, que ce projet de loi, ça ne devait pas être un débat sur l'efficacité des vaccins. Je suis d'accord que j'appuie l'immunisation, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir des enfants du Nouveau-Brunswick vaccinés, immunisés, mais comme vous l'avez reconnu, ce n'est pas chaque enfant qui peut y avoir une raison, des exemptions médicales. Et j'aimerais, pourriez-vous élaborer un peu plus sur les impacts du projet de loi 39 que ça aurait sur votre famille? Merci. C'est ma famille directement? Je suis convaincu que de mes 5 enfants, tous les 5 seraient exclus, car mes 2 plus jeunes ne sont pas vaccinés, ne peuvent pas avoir une exemption médicale. Mais la chose est, c'est mes 2 enfants qui sont malades. Même l'enfant immunocompromis ne peut pas avoir une exemption médicale. Alors, si mes enfants malades ne peuvent pas avoir une exemption médicale, qui peut en obtenir une? C'est ça, je ne sais pas, je ne comprends pas. Si mon enfant est... Parce que j'ai eu cette discussion avec les spécialistes à l'IWK, de nouveau, c'est une conversation continue dans ma vie, c'est une base régulière. Ils voulaient avoir des vaccins de rappel pour mes enfants. Il m'a appelé lors de le cas de rougeole à 9 ans. Ma jeune de 10 ans arrêterait de saigner après 1 an d'hémorragie. Alors, je sais ce que le vaccin fera à quelqu'un avec une condition immunocompromise. Je sais parce que je l'ai vécu avec mon autre fils. Une fois qu'on l'a fait faire marcher d'une voie, il était correct. On a dû aller sur des immunosupprimants. Avant cela, il voulait augmenter ses vaccins. Et j'ai été d'accord. Alors, on lui a donné plus de vaccins. On l'a replacé dans un fauteuil roulant. On venait juste de commencer juste à marcher et le vaccin l'a replacé dans un fauteuil roulant. On a vécu cela. Il voulait donner un autre vaccin, je l'ai permis. Et j'obéissais, bien sûr. Nous l'avons fait. Il a perdu l'utilisation d'un de ses bras. Et pour les premières 72 heures, ils ont dit que c'était normal, une réaction normale au vaccin. Mais lorsque ça avançait pendant une semaine et 10 jours, ils ont commencé à reconnaître, bon, d'accord, oui, c'est une réaction néfaste. Ils n'ont pas pris de note, ils n'ont rien fait avec ces renseignements. Mais du moins, ils l'ont reconnu que c'est ça dont il s'agissait. Alors, je sais ce qui arrive lorsque vous donnez un vaccin à quelqu'un qui a une maladie immunocompromise. Alors, mon enfant, qui est dans un état de rémission contrôlée, est-ce que je vais lui donner un vaccin de rappel en 7e année? Non. Non. Je ne placerai pas sa santé directement à risque. Parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Non. Je ne peux pas retourner au tube d'alimentation. Vous avez parlé de comment occuper nos matinées. Est-ce que vous devez vous lever à 6 heures du matin pour faire une formule fraîche et de placer dans un tube dans le nez de votre enfant? Ça, c'est une matinée à occuper. Moi, je peux faire 5 enfants le matin. Je ne peux pas retourner au tube d'alimentation. Et si je devais lui donner des injections en 7e année, c'est ce qui va arriver. Alors, non, même mes 6 enfants sont exclus de l'école et je ne peux même pas saisir cela. Comprendre qu'il n'y a même pas un espace. Juste le ministère de l'Éducation, ils ne peuvent pas dicter aux médecins pour quelle donner des c'est aller trop loin, des exemptions médicales, ou vous donner des lignes directrices, mais vous faites donner des lignes directrices à un conseil médical, c'est sûr qu'ils vont décider comme étant une exemption médicale parce qu'il y en a qui ne vont pas le faire. C'est de la propre conscience, c'est une pratique privée. Alors, non, c'est ce qui va arriver. Bon. Et tous mes 5 enfants sont enlevés de leur école. And I don't even want... Je ne peux pas imaginer ce que cela fera à notre famille. Je ne pourrais pas rester dans une province où, en fait, le fardeau de l'éducation est strictement sur nos épaules. Nous devons aller travailler, nous devons prendre soin de ces enfants. Et prendre soin de 2 enfants malades, c'est du travail à temps plein. Je ne peux même pas dormir. Voilà la question que je vais vous poser. Quelles seront les répercussions sur votre famille si vos 5 enfants ne sont pas en mesure d'aller à l'école? Vos enfants aiment l'école, c'est la même chose pour mes enfants. Quelles seront les autres répercussions dans votre vie? Je ne sais pas comment nous serons en mesure de rester ici au Nouveau-Brunswick, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas comment nous serons en mesure de rester ici. Cela me peine énormément parce que nous sommes ici, voilà où nous voulons être. Nous avons acheté une maison ici. Nous sommes ici depuis des années et des années. Voilà où nous voulons être. Et je ne sais pas dans quelle mesure on sera en mesure de rester dans une province qui fait de la ségrégation,
qui exclut mes enfants, en fait, d'une expérience normale et d'une éducation appropriée. Je ne dis pas que l'enseignement à domicile n'est pas approprié, mais de forcer quelqu'un qui n'est pas appuyé, qui ne se sent pas prêt à le faire, c'est injuste. Et je ne sais pas comment cela peut être permis. Et comment cela ne deviendra pas une question des droits de la personne. Est-ce que vous sentez que vous avez la capacité d'enseigner à vos enfants? Mes enfants apprennent vite, ils sont brillants. Est-ce que je peux vous donner tout ce que l'on trouve à l'école? Non. On peut quantifier en fait dans quelle mesure une éducation publique peut être significative. Nous adorons notre école. Nous participons tellement aux activités de notre école, c'est pratiquement ridicule. Je suis à la tête du programme du jardin communautaire, entre autres, et mes enfants participent à chaque activité, chaque groupe, chaque équipe, et ils en font partie. Pourquoi? Car ils aiment ces activités-là. Ils aiment participer aux activités locales. Notre école, c'est notre communauté. Si on perdait cela a des répercussions directes sur leur mieux-être. Mes enfants ont des problèmes. Et lorsque mon fils avait été intubé, il ne quittait pas la maison, il ne voulait pas aller au centre commercial. Il y a seulement un endroit où il allait avec ce tube. Et ça, c'était à l'école. Pourquoi? Parce que l'école, c'était son endroit sécure. Et cela devrait envoyer un message plutôt puissant. Voilà le genre de localité que nous avons. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Madame Smallwood, merci beaucoup d'avoir comparu ici aujourd'hui et merci d'avoir amené votre famille. Et je tiens à vous dire que votre exposé a amplifié en moi, en fait, certaines des choses que nous avons entendues. Il y a un fil directeur ici à la lumière de ce que j'ai entendu déjà. Ainsi, je vous remercie beaucoup. Merci. Cela aidera énormément. Merci. Thank you for listening. I mean, I know Merci d'avoir écouté. Je sais que parfois, j'ai été plutôt émotive ou plutôt passionnée, mais il a fallu que je me batte pour mes enfants pendant des années. Je suis comme une mère ours, mais cela, en fait, m'a formé et c'est qui je suis aujourd'hui.